nous recommençons cet après-midi avec Jean-Philippe Uzan qui va parler de relation entre la contrainte observationnelle et expérimentale et puis la physique de la gravitation en nous parlant de variation des constantes et du principe d'équivalence. Merci Pierre. Bonjour à tous. Donc je remercie Pierre et Philippe là, pour avoir organisé ce petit workshop. Je voudrais aussi m'excuser parce que j'aurais dû être là les 2 jours et puis comme vous le savez à l'Institut Henri Poincaré, on est dans toute cette phase de restructuration et on avait pour des raisons d'élection, notre sélection d'architectes a été décalée aujourd'hui, donc on a été un petit peu... voilà, ça ne m'a pas permis d'être parmi vous. Donc cette histoire de principe d'équivalence, donc je pense que vous en avez déjà parlé pendant cette conférence, c'est un principe qui est au cœur de la théorie de la relativité générale. Et les constantes, c'est un truc qui est assez intéressant parce que c'est des nombres qui apparaissent partout en physique. Il n'y a pas un physicien ou quelqu'un qui ait fait même des études de physique qui n'ait pas vu des constantes. Il y a des listes de constantes derrière à la fin de chaque bouquin de physique. D'ailleurs, si on compare des bouquins de physique de différentes époques, on voit qu'il n'y a pas les mêmes constantes. Il y en a qui disparaissent, il y en a qui apparaissent. Et on pourrait relire toute l'histoire de la physique à travers finalement le statut des constantes, le rôle qu'elles jouent dans les lois de la nature. Et le lien entre les constantes et le principe d'équivalence et la gravitation, en fait, il n'est pas évident. Si on n'a pas travaillé dessus. Et quand j'ai commencé à travailler dessus, il y a une quinzaine d'années, j'ai fait au bout d'1 ou 2 ans un exposé de vulgarisation sur le sujet. J'avais appelé ça les constantes varient-elles. Et donc, bien sûr, le titre lui-même semblait un peu auto-contradictoire. Est-ce que les constantes varient? Qu'est-ce que c'est qu'une constante? Et c'est vrai que c'était intéressant de voir que si on regarde la définition du mot constante qui est dans le dictionnaire, elle n'est pas du tout adaptée par rapport à l'utilisation que l'on en fait en physique et ce que joue cette constante en physique. Et j'avais passé beaucoup de temps à essayer de redéfinir le rôle de constante en physique. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu de ça, mais comme il m'a été demandé de parler aussi des contraintes sur le fait que les constantes sont vraiment constantes, je vais devoir balayer un certain nombre de systèmes physiques. Alors là aussi, je vais devoir m'excuser parce que chacun des systèmes mériterait à lui seul, pour vous en expliquer la physique et comment on tire les constantes, presque un séminaire d'1 heure. Donc c'est un sujet qui est assez technique. Alors pour parler du principe d'équivalence, peut-être qu'il est bon de commencer par citer Albert Einstein qui rappelle, donc ça c'est selon Abraham Pais dans Subtle is the Lord, ce moment un petit peu où il comprend que c'est le principe qui va lui permettre de trouver la voie vers la relativité générale, où donc il dit qu'il est à Berne, il est assis à son bureau, et il a cette idée que quelqu'un qui tomberait en chute libre ne sent pas son propre poids. Donc dans l'état de chute libre, la gravitation semble disparaître, et voilà, s'il laisse tomber des objets, ils seront au repos. Et donc tout ce petit texte-là a donné naissance à cette fameuse expérience de pensée que nous utilisons tous en gravitation, qui est celui de l'ascenseur d'Einstein. Et donc vous avez un ascenseur, si vous avez un univers dans lequel vous n'avez pas de gravitation et que vous êtes dans un ascenseur qui est accéléré vers le haut, eh bien vous ne pouvez pas faire d'expérience de physique à l'intérieur de cet ascenseur qui vous permettrait de mettre en évidence le fait que vous êtes en mouvement accéléré ou savoir s'il y a un champ de gravitation. Et de même, si vous êtes dans un champ de gravitation en chute libre, eh bien tous les objets tombent de la même façon par rapport à vous et donc vous ne pouvez pas mettre en évidence le fait que vous êtes en chute libre. Alors ça, c'est l'expérience de pensée, et vous savez qu'en fait, ce n'est pas tout à fait le cas, parce que cette annulation de la gravitation n'est qu'approximative, parce qu'elle est valable sur des tailles de laboratoire qui sont petites devant les gradients du champ de gravitation ou ses variations temporelles, parce qu'il est clair que si vous tombez sur la Terre, les objets tombent radialement et donc vous allez quand même avoir l'impression que les objets se rapprochent. Et ça, ce sont les forces de marée. Et en fait, on comprend qu'on peut, en première approximation, annuler le champ de gravitation, mais vont rester les forces de marée et que donc, dans la relativité générale, la gravitation, ce sont les forces de marée. Et en fait, c'est ça qui va mener à la géométrisation de la gravitation. Alors ce principe, c'est un principe qui est très important parce qu'il traverse l'histoire de la compréhension de la gravitation. Donc là, quelques citations en particulier donc, de Galilée qui nous rappelle que si on est capable de supprimer la résistance des milieux, alors tous les corps descendraient à la même vitesse. Là aussi, c'est quelque chose de très important dans la façon de concevoir les lois de la nature, parce que de façon expérimentale, on ne voit pas les objets tomber de la même façon, et donc il faut comprendre que la différence par rapport à ça, c'est une autre force, donc pour aller chercher la cause fondamentale qui est la gravitation.
Et ensuite, à partir de ce moment-là, ce principe va être mis au premier plan dans les Principia de Newton, où il nous explique toujours que cette force, donc la gravitation, est toujours proportionnelle à la quantité de matière des corps, et elle ne diffère de ce qu'on appelle l'inertie de la matière que la matière de la concevoir. C'est-à-dire que mathématiquement, c'est la même chose. C'est donc la façon de concevoir l'inertie ou la masse gravitationnelle qui est différente. Et donc, il met ça au cœur de ses Principia. Il va tester lui-même ce principe, et les gens qui sont intéressés par la gravitation n'auront eu cesse de tester avec de plus en plus de précision ce principe d'équivalence. Alors ici, une petite évolution des précisions expérimentales sur la validité de ce principe d'équivalence. Donc vous prenez deux corps A1 et A2, c'est leur accélération, et vous essayez de voir à quel point leur accélération relative est la même. Donc ce petit paramètre doit être 0 si le principe d'équivalence est strictement valable. Et donc vous voyez, pour Galilée, on ne sait pas s'il a fait l'expérience, mais on peut estimer avec le système qu'en gros, on pourrait atteindre une précision de 10-1, et vous connaissez la taille, vous connaissez les frottements et ainsi de suite. Vous pouvez vous demander les appareils de mesure, et en gros, vous dites à 10% près, ça doit pouvoir se faire. Newton a utilisé des pendules de torsion qui ont été améliorées par Bessel. Donc il y a toute une modélisation des forces de frottement qui est très intéressante. Et puis il y a un saut technologique avec Dve, c'est les balances de torsion. Et vous voyez qu'ils vont vous amener jusqu'à Dicke, donc des expériences qui vont montrer la validité de ce principe d'équivalence à l'ordre de 10-7. Et puis dans l'espace, on peut vérifier que la Terre et la Lune tombent de la même façon dans le champ gravitationnel du Soleil. Ça, c'est mesuré parce qu'on fait les Lunar Laser Ranging, donc on mesure la distance Terre-Lune à peu près à 1 cm près depuis plus de 30 ans. Et donc on peut vérifier que ça implique une validité du principe d'équivalence à un niveau un petit peu en dessous de 10-13. Et là, aujourd'hui, on a le satellite Microscope, donc on a fêté il y a quelques semaines les 1 an du lancement. Comme vous savez, il va bientôt y avoir les données. Donc il y a Martin qui fait sa thèse ici sur Microscope, et puis avec Philippe et Brax et puis Joël Berger, on travaille un petit peu sur la façon d'utiliser ces observations. Et donc ce satellite qui est en orbite autour de la Terre va permettre de savoir si deux masses d'épreuves tombent exactement de la même façon dans le champ gravitationnel de la Terre. Donc c'est quelque chose que l'on peut tester avec... Alors je peux pas... Là, il y a des nombres qu'on n'a pas le droit de dire. En plus, c'est filmé, enregistré, tout ça, donc on n'a pas le droit. Mais c'est bientôt, je crois que c'est le 23 juin, je crois, l'annonce de ces résultats. Et donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est une expérience qui est portée par le CNES. Donc ça va permettre de mettre vraiment des contraintes très très fines sur la validité du fait que des objets différents, de masses différentes, de nature chimique différente, tombent de la même façon dans sa champ de gravitation extérieure. Mais vous voyez bien qu'en testant ce principe-là, je ne peux le tester finalement qu'ici, je dois avoir des masses d'épreuves que je laisse tomber. Et quand on fait de la cosmologie, de l'astrophysique, on aimerait savoir si ce principe est aussi valable à l'échelle de la galaxie, à l'échelle de l'univers. Alors, est-ce que je peux prendre deux galaxies différentes, de compositions chimiques différentes, et les laisser dans un champ de gravitation extérieur? Donc ça, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez déjà, on voit qu'il y a des effets de rétroaction. Il va falloir comprendre aussi comment on mesure les mouvements de ces galaxies. Donc tout ça semble très difficile à mettre en œuvre. Il y a tout de même des gens qui ont réussi à faire des expériences à l'intérieur de la galaxie en regardant différents types d'étoiles, par exemple, et de comparer leurs mouvements et voir que c'était compatible avec ce principe. Mais il va falloir essayer de chercher une autre façon de tester ce principe qu'on va pouvoir généraliser à des échelles qui dépassent celles du système solaire et notre galaxie. Et c'est là où, en fait, on va faire rentrer les constantes dans le jeu. Alors, j'ai mis des formules, bien sûr, parce que je fais des maths aussi, mais c'est des images pour ceux qui n'aiment pas les formules. Pour les autres, je peux les expliquer. Donc il faut définir ce que c'est que le principe d'équivalence. Tout à l'heure, j'ai parlé de cette universalité de la chute libre. Donc le principe d'équivalence d'Einstein, en fait, va un peu plus loin que cette universalité de la chute libre. Il y a trois principes qui le définissent. Donc l'universalité de la chute libre, le fait que deux corps, deux masses de masses différentes et de compositions chimiques différentes tombent de la même façon dans un champ de gravité extérieur, dans le vide, bien sûr. L'invariance de Lorentz locale et l'invariance de position locale. Alors ça veut dire que l'invariance de Lorentz locale, c'est si vous faites une expérience de physique dans deux laboratoires qui sont en chute libre, donc leur vitesse relative, ça va être une vitesse uniforme et constante, eh bien, vous allez obtenir le même résultat. Vous faites une expérience de spectroscopie dans deux laboratoires en chute libre, vous ne pouvez pas mettre en évidence votre état de mouvement par cette expérience de spectroscopie. Et pareil, l'invariance de position locale, vous faites votre expérience de spectroscopie ici, aujourd'hui, sur Terre, dans 100 ans sur la Lune ou dans 1000 ans sur Mars, eh bien, vous allez obtenir les mêmes résultats. Vous allez mesurer les mêmes résultats. Les mêmes spreads de l'atome d'hydrogène et ainsi de suite. Alors ça, c'est important. Et ces principes-là sont très importants dans le fait que l'on va pouvoir géométriser la gravitation. Alors d'un point de vue technique, ça veut dire que
pour que ce principe soit satisfait, une façon simple de le faire, c'est de dire que les champs de matière, je les ai appelés psi, donc ça c'est tous les champs, les spinors, les scalaires, les vecteurs, les photons, tout ce que vous voulez, sont couplés universellement à un tenseur métrique, une géométrie qui décrit la géométrie de notre espace-temps. Donc si vous avez ça, eh bien vous allez avoir la validité de ce principe d'équivalence. Alors pas tout à fait, vous allez l'avoir dans ce qu'on appelle le sens faible, c'est-à-dire que vous allez considérer que des corps qui sont des corps test, c'est-à-dire le fait des corps pour lesquels leur propre gravitation est faible devant le champ de gravitation extérieur, parce que sinon il faudrait se poser la question de l'énergie de liaison gravitationnelle. Et en fait, ce que l'on conjecture aujourd'hui, c'est que la seule théorie qui vérifie ça, c'est la théorie de la relativité générale. Alors pour la théorie de la relativité générale, outre ce couplage qui vous dit comment la matière est couplée à la géométrie, vous devez définir quelle va être la dynamique de cette géométrie. L'espace-temps, vous devez en déterminer sa géométrie. Et c'est l'apport de Einstein, donc on peut l'écrire sous la forme d'une action qui est l'action d'Einstein-Hilbert. Ici, vous voyez la vitesse de la lumière, la constante de gravitation. Et vous avez une fonctionnelle de la métrique qui va dépendre en particulier de sa courbure de Ricci. Alors quand vous variez cette équation-là, cette action-là, vous obtenez les équations d'Einstein. Et dans le cadre de la relativité générale, vous voyez ici, j'ai mis deux métriques, une métrique gravitationnelle et une métrique physique. Eh bien, a priori, elles peuvent être différentes. Eh bien, dans le cas de la relativité générale, nous n'avons qu'une seule métrique, et dans ce cas-là, le principe d'équivalence doit être vrai au sens fort, c'est-à-dire en prenant en compte aussi l'énergie de liaison gravitationnelle. Alors, que se passe-t-il si les constantes varient ? Donc on peut se poser la question, la première chose qui est à peu près évidente, c'est que si les constantes n'ont pas les mêmes valeurs à tout temps et dans tous les endroits dans l'univers, il est clair que la variance de position locale est violée. Imaginez que la constante de structure fine soit différente ici et sur la Lune. Je fais une expérience de spectroscopie pour mesurer la valeur de cette constante de structure fine. Eh bien, cette expérience de spectroscopie ne va pas donner le même résultat. Donc les spectres atomiques vont changer en fonction de la position dans l'espace et dans le temps. Alors ce qu'on peut montrer aussi, c'est que l'universalité de la chute libre va être violée. Et pour cela, alors il faut juste rappeler deux, trois petits trucs de relativité restreinte, mais comme il y a Étienne qui est là, je suis sûr que je vais m'en sortir. Tu nous as expliqué à tous de façon simple E égale mc2, donc ça on sait tous. Donc on sait que la masse d'une particule test, c'est la masse de ses constituants, plus l'énergie de liaison. Si vous prenez un noyau atomique, vous avez des protons et des neutrons, ils sont liés ensemble, vous avez des interactions nucléaires et l'interaction électromagnétique, donc il y a une énergie de liaison. Donc la masse de votre noyau, c'est plus grand que la masse de la somme des masses des neutrons et des protons. Donc vous voyez que si je prends n'importe quel noyau atomique, la masse de ce noyau atomique va dépendre de plein de constantes, la masse du neutron, la masse du proton, la constante de structure fine qui caractérise l'énergie de liaison électromagnétique, et ainsi de suite. Imaginez que l'une de ces constantes varie dans l'espace et dans le temps, et vous regardez le mouvement d'un de ces noyaux, un mouvement libre, donc sans force. Donc sa quantité de mouvement doit être conservée, mais vous voyez, normalement, la masse est constante, donc le fait que la quantité de mouvement soit conservée vous dit que la vitesse est conservée. Donc on est en mouvement inertiel à vitesse constante. Ça, c'est le principe de Galilée. Vous savez, le mouvement est comme rien. Mais maintenant, si la masse varie, eh bien vous variez en fait votre quantité de mouvement, ça doit toujours valoir 0 parce qu'il n'y a pas de force qui agit sur votre noyau. Eh bien vous trouvez que c'est la masse fois l'accélération, plus le fait que la masse varie le long de la trajectoire. Donc vous avez un petit terme ici qui est proportionnel à la vitesse et qui est une accélération anormale. Et vous voyez ici, comme ça, c'est le facteur qui est ici est la dépendance de la masse dans la constante fondamentale, eh bien ce terme-là va être différent si je prends de l'or, si je prends du platine ou n'importe quoi. Donc je vais avoir une accélération anormale qui dépend de la composition chimique des corps. Donc vous voyez que si je teste le fait que les constantes sont variables, je vais aussi avoir de façon indirecte un lien au principe d'équivalence et au fait que cette accélération anormale, puisque ce que je mesure dans les expériences de chute libre, c'est le fait que ce terme-là est compatible avec 0. Donc en fait, dans ce cadre-là, ce qu'on peut montrer, c'est que d'une part, l'étude de la variation des constantes, les déviations à la loi de Newton par rapport à la relativité générale et les violations de la chute libre, en fait, tout ça, ce sont des aspects liés. Et donc en testant les constantes de la nature, ce que vous faites, c'est tester les lois de la gravitation. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'a priori, quand on étudie la physique, on ne relie pas directement les constantes de la nature à la gravitation. C'est quelque chose qui vient après un certain travail et qui nécessite d'avoir bien compris la nature de la relativité générale. Et ça, c'est important aux échelles cosmologiques parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de... Ah, pourquoi il n'y a pas... Ah, c'est là, il y en a en deux. Bon, ça, je ne vais pas faire très long là-dessus, mais il y a beaucoup de... en interprétant les données cosmologiques, aussi bien au niveau galactique qu'au niveau cosmologique, on a l'apparition de ce secteur sombre, donc aussi bien matière noire qu'énergie sombre, qui sont de la matière que l'on peut caractériser en supposant la validité de la relativité générale. Donc aujourd'hui, dans une époque de cosmologie de précision, la question est de savoir, aux échelles cosmologiques et dans les régimes qui diffèrent de régimes dans le système solaire local, à quel point est-ce que la relativité générale est une bonne description de la gravitation.
Et ça, cette question, on peut la poser de différentes façons. On peut utiliser les grandes structures comme le satellite Euclide et l'antilles gravitationnelle, mais on peut aussi aller regarder les effets des constantes et vérifier que les constantes sont les mêmes pendant toute l'histoire de l'univers, sur les 13,7 milliards d'années. Et à chaque fois que vous allez obtenir une contrainte, eh bien, vous allez pouvoir la transformer en une contrainte sur la validité du principe d'équivalence. Et bien sûr, si vous mesurez quelque chose, ça va vous donner un fil vers une théorie qui sera une extension de la relativité générale. Alors là, j'ai des transparents qui sont aussi en anglais. Ça, c'est juste une preuve de ma fainéantise. Mais c'est comme ça. C'est pas grave. Bon, de toute façon, voilà. Alors, quelques mots sur les constantes. Alors, les constantes, c'est des objets qui sont très importants en physique parce que souvent, en tant que physicien, quand vous voulez comprendre, avant de faire le moindre calcul, l'amplitude d'un phénomène, vous n'avez pas besoin de résoudre plein d'équations, vous prenez les constantes caractéristiques du phénomène et à partir de ça, en général, vous arrivez à trouver leur amplitude. Ça permet aussi, ces constantes dans l'histoire de la physique, de relier des concepts qui étaient différents. Souvent, dans l'évolution des idées, vous avez des théories qui décrivent des champs différents, et puis leur domaine d'application va grandir, et vous allez trouver des contradictions entre différents domaines. Il va falloir rendre compatibles des quantités qui étaient incommensurables. Et pour ça, vous introduisez une nouvelle constante. Par exemple, le concept d'onde et de particules, vous allez avoir ce h-bar pour faire le lien entre les deux. Ou l'espace et le temps, vous voulez les mettre dans un espace-temps, eh bien, pardon. La vitesse de la lumière va vous permettre de passer des quantités qui sont de type temps à des quantités de type espace. Et donc, à partir de ce moment-là, ça vous donne une façon de caractériser le domaine de validité de votre théorie, parce que, en fait, ces constantes, vous dites qu'il va y avoir certaines quantités qui, dans les unités de ces constantes, donc qui vont être des nombres sans dimension, quand elles sont petites, vous êtes dans un certain régime, et quand elles sont grandes, vous êtes dans un autre régime. Donc, reprenons la relativité restreinte. J'ai la vitesse de la lumière qui joue un rôle central, c'est une constante qui est une constante fondamentale. Eh bien, je vois que le paramètre naturel, ça va être la vitesse en unité de la vitesse de la lumière. S'il est petit devant 1, eh bien, je sais que je suis dans un régime non relativiste, sinon je sais que je suis dans un régime relativiste. Donc, cette vitesse de la lumière me permet de caractériser le domaine de validité de ma théorie. Alors ça va nous permettre d'aller un peu plus loin sur la définition des constantes. Et donc, ce qui est important, c'est de redonner une autre définition de ces constantes. Et pour moi, la façon dont je les définis, c'est de dire que ce sont tous les paramètres qui ne sont pas déterminés par la théorie que j'utilise. Donc, dans une théorie, vous avez des champs, vous avez des équations, et il y a toujours des paramètres qui ne sont pas déterminés par la théorie parce qu'il n'existe pas de paramètres plus fondamentaux ou parce qu'il n'existe pas d'équations à résoudre pour trouver la valeur de ces paramètres-là. La seule chose que vous pouvez faire, c'est les mesurer dans une expérience de laboratoire. Donc ça, c'est important. Alors, c'est une bonne hypothèse. Et vous n'avez pas le choix, parce que ces nombres, il n'y a pas d'équation, comme je vous dis, on ne peut pas les exprimer en fonction de quoi que ce soit d'autre. Et puis, c'est une bonne hypothèse aussi expérimentalement, parce que si votre théorie a été vérifiée avec sa reproductibilité des expériences, ça veut dire que sur ces échelles de temps-là et à la précision des barres d'erreur de vos expériences, eh bien, vous avez prouvé la reproductibilité de votre théorie, donc qui est compatible avec le fait que vous avez supposé que ces constantes étaient constantes sur ces échelles de temps-là. Ça prouve aussi que quand on va faire des progrès expérimentaux, on va pouvoir s'amuser à tester la constance de ces constantes. Et c'est pour ça que tous les gens qui font de la métrologie de haute précision testent toujours la constance des constantes. Ça, c'est quelque chose. Les gens qui font des horloges atomiques, par exemple, font ça. Et comme je l'ai dit, la seule chose que l'on peut faire, c'est les mesurer. Et donc, il est important d'être capable de mesurer les constantes. Les gens qui font des théories avec des constantes qu'on ne peut pas mesurer, eh bien, ne font pas de la physique. Voilà. C'est moi qui le dis. Hein. Ceux qui ne sont pas contents, ils se plaignent après, par email ou par Twitter, comme ils veulent. Alors, quel est notre cadre de référence? Donc, pour faire simple, je vais supposer que la relativité générale est une bonne description de la gravitation et que pour la matière, j'ai le modèle standard de la physique des particules, c'est-à-dire les deux interactions nucléaires et l'interaction électromagnétique. Et là, on peut compter le nombre de constantes et on arrive avec 22 constantes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on se rappelle que faire une mesure en physique, c'est toujours comparer deux systèmes, donc le résultat d'une mesure de physique, c'est toujours un nombre sans dimension, on voit qu'à partir de ces 22 constantes, on peut trouver 19 paramètres sans dimension. Et en fait, c'est ces paramètres-là qui vont être intéressants parce que c'est ces paramètres-là dont on va pouvoir tester la constance. Alors, je vous les donne, je dis on peut les mesurer. Donc, il y a tous les paramètres. Là, vous voyez, on peut tous les mesurer. Pendant longtemps, on n'était pas capable de mesurer ces deux paramètres-là qui sont dans la description du champ de X. Et puis, depuis les résultats du CERN, on a la valeur de ces constantes-là. Donc, aujourd'hui, toutes les constantes qui interviennent dans ce modèle-là sont mesurées avec certaines précisions.
Alors maintenant, quelque chose qui arrive souvent quand on parle de constantes variables, vous avez beaucoup de collègues ou de gens qui vous écrivent en vous disant « mais alors attention, il y a des constantes qui varient, l'énergie ne va pas être conservée, ça ne va plus marcher ». Ils trouvent plein de paradoxes et en fait, ils ont raison. Alors ils ont raison, mais comme souvent quand vous avez raison, ils ont aussi tort, parce que ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose d'extrêmement faux, c'est d'avoir utilisé des équations qui ont été dérivées en supposant que les constantes étaient constantes et en les faisant varier dans ces équations. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc en physique, et je vais me restreindre à ce qu'on appelle la théorie des champs, toutes vos équations vont dériver d'une fonctionnelle, on appelle ça l'action, qui dépend d'un certain nombre de champs, donc des champs scalaires, des spinors, des vecteurs, un tenseur métrique par exemple, et puis toutes ces constantes qui ont une valeur constante, qui sont des paramètres. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez varier cette action pour chacun de ces champs, et donc vous allez obtenir une équation par champ. Et le fait que toutes ces équations dérivent de la même action, ça va vous dire qu'il y a un certain nombre de choses qui vont être assurées, la conservation de l'énergie totale par exemple, ou la loi de l'action et de la réaction va être vérifiée. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous demander qu'est-ce que ça veut dire de faire une théorie avec des constantes variables. Eh bien dans ce cas-là, c'est très simple. Ça veut dire que vous avez une de ces constantes ici, que vous allez promouvoir au rang de quantité dynamique. Alors si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous voyez que vous n'allez plus supposer que cette constante, ce paramètre est constant quand vous variez votre action, et surtout, vous allez devoir varier votre action par rapport à ce nouveau champ, donc vous allez obtenir une équation de plus. D'accord ? Et bien sûr, dans la limite où vous faites tendre ce paramètre vers constant, cette équation va vous donner 0 égale 0, et puis les termes qui viennent de ça, les gradients, les dérivés temporels de ce truc-là, vont disparaître, et vous allez retrouver vos équations d'avant. Mais si vous faites le chemin à l'inverse, que vous prenez les équations qui ont été dérivées en supposant ces paramètres constants et que vous laissez les constantes varier dedans, premièrement, les équations sont fausses, et deuxièmement, il vous manque des équations parce que vous n'avez pas d'équation pour la variation de vos constantes. Donc vous avez un système qui n'est pas cohérent. Et donc vous pouvez supposer que ça, c'est une certaine fonction du temps, et donc vous trouvez tout et n'importe quoi, vous faites de la description, et ça n'a plus aucun intérêt. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il a fallu longtemps pour faire admettre ça, même dans la littérature, il y a eu beaucoup d'articles faux. Les gens qui faisaient les varying speed of light et tout ça, ils ont pas compris. C'était comme ça. Alors je vais sauter tous ces aspects théoriques et je vais quand même passer 30 secondes pour vous dire, parce que j'ai parlé de mesures, et c'est vrai que quand on s'intéresse aux constantes, il y a un aspect très important de métrologie, de savoir qu'est-ce que c'est que de faire une mesure. Alors aujourd'hui, dans le cadre du système international d'unités, vous savez qu'on a 7 unités fondamentales, le Kelvin, la seconde, le mètre, le kilo, le candela, la mole et l'ampère. Et que depuis 1983, la valeur du mètre dérive de la valeur de la seconde parce qu'on a fixé la valeur de la constante C, la vitesse de la lumière, comme étant fixée par décret. Elle est écrite dans un livre, et donc on a simplement une horloge, et cette horloge vous donne la réalisation de votre mètre. Et à partir de ça, vous faites des mesures et vous déterminez toutes les constantes dont vous avez besoin en physique, la constante de Planck, alpha, et ainsi de suite, la charge de l'électron, et ainsi de suite. Il faut savoir que cet automne, au mois de septembre, nous allons changer de vision parce que les gens se sont rendus compte que la meilleure façon de définir les unités n'était pas d'utiliser des systèmes physiques, parce que ces systèmes physiques, il est très difficile d'assurer le fait qu'ils sont constants et qu'ils sont identiques à eux-mêmes sur une grande échelle de temps. En particulier, le kilogramme est un kilogramme étalon. Vous savez que c'est très difficile de savoir que le kilogramme reste égal à 1 kilogramme. Et donc, on va partir sur quelque chose qui me semble très important d'un point de vue de la relativité générale, c'est que toutes les unités vont être définies simplement avec une horloge. Vous savez qu'en relativité, la seule chose que vous êtes capable de mesurer, c'est le temps à votre montre. Tout le reste est sujet à comparaison. Donc c'est beaucoup plus difficile. Donc vous avez une montre, une horloge atomique, et vous allez fixer la valeur des constantes fondamentales. Et à partir de ça, vous allez dériver la valeur du mètre, du kilogramme. Par exemple, le kilogramme, vous avez besoin de fixer la valeur de la constante de Planck et utiliser ce qu'on appelle une balance du watt, et ainsi de suite. Et donc toutes les unités vont être dérivées d'une seule horloge atomique. Alors ça paraît rien du tout. Dans la vie de tous les jours, ça ne va rien changer. Mais ça change énormément sur notre façon de penser la physique, parce qu'avant, nous avions des systèmes qui étaient des systèmes définis. Donc, vous aviez, par exemple, la définition du Celsius, vous avez dans le livre, vous avez les définitions de toutes les unités. Et à partir de ça, vous faites en laboratoire une réalisation physique de cette unité-là, avec une certaine imprécision, et vous mesurez la valeur des constantes avec une certaine barre d'erreur. Là, maintenant, la philosophie est différente. Vous fixez la valeur de toutes les constantes, vous avez une horloge atomique, et vous dérivez à partir des erreurs sur cette horloge atomique, eh bien, les erreurs sur la réalisation de vos unités. Donc en fait, les barres d'erreur ne sont plus sur les valeurs des constantes, mais sur la valeur des réalisations des unités. Donc ça,
Bon, il faudra qu'on réfléchisse pédagogiquement comment on exprime ça en école, au collège, hein, parce que là, ça ne va pas être facile. Mais il y a un vrai problème sur la façon dont on pense la physique. À la fin, ça ne change rien, puisque, comme je vous l'ai dit, une mesure physique, c'est toujours la comparaison de deux systèmes. Donc, en conclusion, sur cet aspect très général, on sait que étudier la constante des constantes, c'est une façon de tester le principe d'équivalence, la validité de la relativité générale. Et d'un point de vue de la physique théorique, on a de nombreuses théories des extensions de la relativité générale dans lesquelles les constantes sont des quantités dynamiques. Dans ce cadre-là, et c'est une question de théorie, c'est de savoir pourquoi les constantes se sont stabilisées à des choses très constantes aujourd'hui. Si j'ai par exemple une théorie dans laquelle les constantes sont dynamiques, bonjour Thibaut, parce que ce transparent est plus ou moins inspiré d'un schéma que tu avais fait, donc ça me fait plaisir que tu arrives juste à ce moment-là, tu vois, c'est vraiment génial. Ces derniers temps, il y a plein de coïncidences qui se passent, c'est juste merveilleux. À 10 moins, je ne sais pas combien près. Et donc, dans ce cadre-là, il faut expliquer pourquoi les constantes se sont stabilisées. Et puis après, on peut se poser la question, qui est une autre question que je n'aborderai pas aujourd'hui, c'est de savoir, eh bien, si je change la valeur de ces constantes, il y a beaucoup de phénomènes physiques qui ne peuvent pas se produire. Est-ce qu'il y a un réglage fin dans la valeur de ces constantes pour qu'on ait la possibilité d'avoir le développement d'une complexité? Donc maintenant, j'en viens, comme il m'avait été demandé, à parler un petit peu des observations. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de nombreux systèmes physiques qui ont été étudiés. Depuis une vingtaine d'années, ça a un petit peu explosé, ce genre d'études. Et j'ai essayé de les résumer alors, sur un cône de lumière. Donc ça, c'est plus pour les gens qui aiment bien voir les espaces-temps comme ça. Mais là, vous êtes ici. Là, c'est aujourd'hui, maintenant. Et ça, c'est votre cône de lumière. Donc, c'est tous les photons qui arrivent sur vous se propagent le long de cette hypersurface. Et donc plus vous regardez dans le loin, plus c'est dans le passé. Et vous avez un certain nombre de systèmes physiques. Vous avez des horloges atomiques en laboratoire. Vous avez le phénomène d'Oclo qui se trouve sur Terre, donc sur la ligne d'univers de notre Terre ou du système solaire. Des datations par les météorites. Vous avez un certain nombre d'observations des spectres d'absorption de quasars qui vous permettent de mettre des contraintes entre un redshift de 0,2 et 4. Et puis dans l'univers primordial, vous pouvez étudier l'effet de cette variation de ces constantes sur les anisotropies du fond diffus cosmologique et sur la nucléosynthèse primordiale qui prédit l'abondance des éléments légers. Donc vous voyez, vous avez un certain nombre de systèmes physiques. Et pour chacun de ces systèmes physiques, ce que vous allez devoir faire est très technique en fait. Vous allez devoir considérer une observable et vous allez devoir déterminer comment cette observable dépend d'une part de vos constantes fondamentales. Alors qu'en général, ce n'est pas les constantes fondamentales que je vous ai montrées tout à l'heure, celles qui rentrent dans le modèle standard de la physique des particules. Ça peut être des quantités dérivées, des énergies de résonance, la masse du proton. Parce que la masse du proton, si vous voulez l'avoir en fonction des constantes du modèle standard de la physique des particules, ce n'est pas facile comme chose à faire. Et puis de paramètres extérieurs comme la température, un champ magnétique. Voilà. En général, ce que vous faites, c'est que vous supposez que ces valeurs sont bien données par les valeurs qui sont écrites dans les livres, et vous utilisez votre observable pour apprendre quelque chose sur la physique de votre milieu, savoir quelle est sa température, quelle est la vitesse du système, et ainsi de suite. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer à la fois de déterminer ces paramètres extérieurs, mais aussi d'être capable de savoir, de mesurer ces constantes à l'époque du phénomène, et donc de comparer si ceci est compatible avec la valeur des constantes aujourd'hui. Donc ce qui va être important, c'est de trouver des systèmes qui sont très sensibles à la variation des constantes. Parce que bien sûr, si j'ai un système dont la mesure dépend très très peu d'une certaine constante, je ne vais pas l'utiliser pour essayer de contraindre cette constante. Je vais vouloir trouver un système dont le résultat qui est très sensible au changement d'une de ces constantes. Et puis ensuite, vous avez une étape de physique plus théorique. C'est cette constante, comment est-ce que je la relie à mes constantes fondamentales ? Comment, par exemple, est-ce que j'exprime la masse du proton ou l'énergie d'une certaine résonance, par exemple pour la formation du carbone dans les étoiles, aux constantes fondamentales. Et là aussi, c'est tout un travail. Donc, vous voyez, il y a un travail de compréhension et de modélisation du système physique étudié et un travail de physique théorique pour comprendre comment ces constantes sont exprimées. Alors, dans les systèmes que je vous ai donnés, voilà les différents systèmes. On peut avoir quel est l'observable et quelles sont finalement les quantités physiques les plus importantes. Donc alpha est la constante de structure fine, mu c'est le rapport entre la masse de l'électron et le proton, le rapport gyromagnétique des noyaux ou du proton, des énergies de résonance, des durées de demi-vie. Et vous voyez, certaines observations, comme la nucléosynthèse primordiale, vont dépendre de beaucoup de constantes, comme la différence entre la masse du neutron et du proton, le temps de vie du neutron, masse de l'électron, masse des nucléons, et ainsi de suite. Donc là, vous avez beaucoup de constantes, et la question est de savoir quelle est la constante la plus importante dans ce processus-là. Alors commençons rapidement par les horloges atomiques. Quand on prend l'atome d'hydrogène, on voit qu'on peut calculer analytiquement le spectre de toutes ces transitions-là, et on a une structure fine, une structure hyper fine. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'il y a une dépendance différente dans les différentes constantes de la physique.
En particulier, la structure fine va dépendre du carré de la constante de structure fine. Et ici, pour la constante de la structure hyperfine, on va avoir une dépendance dans le facteur gyromagnétique et dans le rapport de la masse de l'électron sur masse du proton. Donc, ce qui a été fait par les gens qui travaillent sur les horloges atomiques, c'était de se dire, je vais regarder différents types de transitions, j'ai des dépendances dans les constantes, et je vais essayer de voir quels sont les types d'horloges ou de comparaisons d'horloges qui vont donner une grande sensibilité par rapport à certaines constantes. Donc ici, c'est des calculs sur la sensibilité, donc de combien est-ce que le résultat change pour une variation de la constante de structure fine pour différents types d'horloges, donc une horloge, c'est-à-dire un noyau et une transition pour ce noyau atomique, et on est capable de calculer cette sensitivité. Et donc ce que vous faites ensuite, c'est que dans le laboratoire, vous avez deux horloges, et vous comparez ces deux horloges. Donc par exemple, alors, il se trouve qu'on a souvent dans un laboratoire une horloge au césium, puisque je vous ai dit que ce qui était important, c'était la définition de la seconde. Donc dans un laboratoire de métrologie, vous avez une horloge au césium, et vous avez d'autres horloges que vous comparez à l'horloge au césium. Et vous regardez à quel point ces horloges mesurent le temps de la même façon, et vous allez avoir une contrainte sur la dérive d'une horloge par rapport à l'autre, ce qui va vous permettre en retour de mettre une contrainte sur un certain nombre de combinaisons de ces constantes fondamentales. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et vous voyez, ce qui est important ici, c'est qu'on a des nombres qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 17 par an. Donc on peut dire qu'à cette précision-là, on ne voit pas de variation des constantes fondamentales en laboratoire aujourd'hui. Alors si on va aller plus loin dans l'univers, eh bien, la première idée, c'est de se dire, je vais faire la même chose. Je vais essayer de trouver des horloges, des paléo-horloges, des horloges dans le passé. Et ça, on peut le faire parce que l'univers possède des nuages de gaz, et donc si vous avez des objets lointains, comme des quasars très très lumineux, la lumière émise par ces quasars va traverser ces nuages de gaz, il va y avoir des raies d'absorption, donc vous avez la lumière qui est absorbée, qui est remise dans toutes les directions, donc pour l'observateur, il y a un déficit de lumière, donc vous allez être capable de mesurer ces transitions atomiques, et vous allez vous poser la question, donc ça c'est la valeur par exemple entre ces deux raies d'absorption, que vous pouvez identifier, vous pouvez dire, ah c'est telle transition dans tel noyau, dans tel atome, et vous allez être capable de la mesurer avec sa valeur aujourd'hui. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que dans le passé, elle était la même qu'aujourd'hui? Donc ça, c'est un petit peu l'idée. Alors vous savez que l'univers est en expansion. Le fait que l'univers est en expansion fait que ces spectres sont distordus, mais de façon complètement achromatique. Toutes les longueurs d'onde sont déplacées de la même façon. Et là, ce que vous allez chercher, c'est des effets achromatiques. Le fait que deux transitions vont se rapprocher plus que l'effet moyen. Donc ça, c'est une technique, alors juste pour vous montrer une petite illustration, donc ça, vous avez votre spectre d'émission qui a une certaine forme, et à chaque fois que vous allez passer dans un nuage, vous allez avoir des absorptions, donc ici vous avez l'absorption par un système, et puis ensuite entre ce système et le système d'après, vous avez un décalage vers le rouge, donc votre raie est déplacée vers le rouge, et vous avez une nouvelle absorption, et ainsi de suite, et vous avez l'obtention de ce genre de spectre ici, donc vous avez le spectre d'émission du quasar qui ne vous intéresse pas pour ces questions-là, vous avez un nombre de lignes d'absorption ici qui correspondent à l'hydrogène, et puis ici vous avez des raies d'absorption qui sont pour les éléments plus lourds. Et ce que vous allez essayer de faire, c'est de trouver ici dans ce spectre des raies dont la valeur relative, l'écartement relatif va dépendre d'un certain nombre de constantes, et vérifier que cet écartement relatif est le même que ce que vous mesurez ici en laboratoire. C'est un petit peu l'idée. Donc, il va falloir sélectionner un certain nombre de transitions, et pour ça, ça veut dire savoir quelles sont les transitions qui sont sensitives à la variation d'une certaine constante. Et ça, c'est des études qui ont été faites, donc les facteurs de sensibilité ici, et vous avez différentes transitions dans différents atomes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y en a qui vont vous faire des décalages vers les plus basses fréquences, et d'autres plus basses fréquences, et vers les plus hautes fréquences. Et donc, vous dites, ah ben là, je peux mettre en évidence un effet systématique, parce que je sais que cette transition-là dans ce noyau va me pousser mes raies d'absorption vers des plus grandes fréquences et celle-ci vers des plus basses fréquences. Et puis, par exemple, le magnésium 2, c'est quasiment insensible. Donc, je vais pouvoir l'utiliser comme une référence. Et donc, en corrélant ces choses-là, on a eu l'espoir de mettre en évidence ou de mettre des contraintes sur la variation de ces constantes. Alors ça, c'est quelque chose qui remonte, ça a pris son ampleur fin des années 2000, vers 98-99, en particulier avec les travaux de John Webb. Il y avait des gens, vous voyez déjà en 1956, Malcolm Savadoff avait déjà eu cette idée avec des doublets de structure fine, de faire ce genre de contraintes. Et on est arrivé à des contraintes de l'ordre de 10-5 avec des observations au VLT ou au télescope Keck à Hawaï. Et dans la fin des années 2000, donc John Webb et ses collaborateurs ont eu l'idée de se dire finalement on va utiliser cette connaissance théorique sur la façon dont les raies se déplacent et on va essayer de les corréler pour mettre des contraintes qui sont plus fortes. Et c'est là où, alors je vais vous passer tous les détails parce que si je veux parler de plus de systèmes physiques, je vais pas pouvoir rentrer dans ces détails, ça a été un débat de 15 ans, mais vous voyez que
en 2004, ils ont détecté quelque chose qui était une détection à 5 sigma de la constante la constante de structure fine qui devait être plus faible dans le passé. Donc vous pouvez imaginer que ça a relancé tout un débat. Et bien sûr, dans ce genre de situation, la première chose dont vous allez douter, c'est vos observations et vos données, puisqu'il est très difficile de mesurer ces raies d'absorption. Et ça a relancé, donc il y a eu toute une compétition. J'ai des listes, là c'est qu'une partie des listes, mais vous avez un certain nombre de systèmes à différents redshifts, avec différents types de raies et à différents redshifts. Et aujourd'hui, eh bien, je crois que tout le monde s'est mis d'accord pour le fait qu'il n'y a pas de variation à 5 sigma de la constante de structure fine. Donc ça, c'est quelque chose d'important, mais ça a prouvé le fait de faire ce travail bien, de savoir à quel point on devait bien connaître l'astrophysique, à quel point on devait bien modéliser son instrument, à quel point on devait bien calculer ces coefficients de sensibilité. Et je crois que ça a fait réfléchir tout le monde sur la difficulté de ce genre de mesure à ces précisions-là. Alors maintenant, je vais faire un saut dans l'univers. Je vais aller à un moment où l'univers a 300 000 ans. Environ 300 000 ans après le Big Bang, et au moment où les protons et les protons et les noyaux d'hélium se recombinent avec les électrons pour former un gaz neutre. À ce moment-là, en fait, le bain de photons qui étaient emprisonnés dans le plasma primordial vont se libérer, et on observe ces anisotropies du fond diffus cosmologique. Et ce qui est intéressant, c'est que la réaction de récombinaison, donc proton plus électron donne hydrogène plus photon, eh bien, a un taux de réaction qui, lui, va dépendre de la section efficace de Thomson, qui dépend d'un certain nombre de constantes fondamentales. Et donc, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe si les constantes varient? Eh bien, on va avoir une modulation de cette surface de dernière diffusion, et donc on va avoir une altération alors pas visible à l'œil nu, mais des propriétés statistiques de la distribution de température sur le ciel. Alors pour faire ça, comme ceci est un phénomène hors équilibre de recombinaison, il faut utiliser une équation de Boltzmann. Il faut traquer la valeur de toutes les constantes, les rentrer dans ce code de Boltzmann, regarder toute la recombinaison. Et à partir de ça, on peut essayer de voir à quel point eh bien, une petite variation des différentes constantes change le spectre de puissance. Donc ici, vous avez les échelles angulaires. Donc ici, vous êtes vers les petites échelles, les grandes échelles angulaires. Donc c'est la puissance à une échelle donnée. Vous avez en noir la valeur standard de la constante de structure fine et une variation de plus ou moins 5%. Et vous voyez que vous êtes capable de faire... Il y a une différence dans les prédictions. Et la question de savoir, est-ce qu'on va avoir des expériences qui vont nous permettre de voir ces prédictions-là? Et pour vous donner une idée, voici ici les observations obtenues par le satellite Planck. Donc vous voyez qu'on a la courbe et on a des points, des barres d'erreur qui sont suffisamment petites pour pouvoir dire il est clair qu'une variation de 5% doit être vue par le satellite Planck. Alors ça, c'est juste si on fait varier juste la constante de structure fine. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas la valeur des paramètres cosmologiques, vous avez des dégénérescences avec d'autres paramètres, et c'est là où il faut faire l'étude de l'ensemble des paramètres. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec les gens de l'équipe Planck. On a introduit un certain nombre de constantes, et puis tous les paramètres cosmologiques. Et bien sûr, ce que vous devez faire ensuite, c'est utiliser d'autres données astrophysiques, et puis essayer de voir les constantes sur les paramètres cosmologiques, les constantes fondamentales elles-mêmes. Et donc, ce qui est important, c'est que les deux constantes fondamentales qui sont importantes dans ce jeu-là, c'est la constante de structure fine et la masse de l'électron. Alors attention, quand je dis la masse de l'électron, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sans dimension, donc il y a un G qui est caché de constante de gravitation là-dedans. Et ce que le satellite WMAP faisait, en fait, c'était ce contour-là. Vous voyez, il y avait une dégénérescence entre la masse de l'électron et la masse du proton. Et quand on prend les données du satellite Planck, eh bien, le fait qu'on ait beaucoup d'informations à grands multipôles fait qu'on va pouvoir briser cette dégénérescence et qu'on va avoir une contrainte, vous voyez, sur alpha qui est quasiment indépendante de la contrainte sur la masse de l'électron. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et donc, j'ai pas mis en... Voilà. Donc on est à l'ordre de 10-3 à peu près, ici, pour la valeur de la constante de structure fine. Donc ça vous dit que, eh bien, on peut utiliser ces observations-là, et c'est le fait qu'on est allé vers des grands multipôles qui est important. Alors on peut aussi tester d'autres choses dont je ne parlerai pas ici, qui est une variation spatiale ou des modulations, parce que ça implique des corrélations très spécifiques entre différents multipôles qu'on peut aller mesurer. Alors là, on a parlé principalement d'atomes, de recombinaisons, et maintenant on peut aussi parler un tout petit peu de physique nucléaire. Alors ça tombe bien, Thibaut est là, c'est merveilleux. Il adore Oclo. C'est vrai, tu as beaucoup travaillé dessus, tu as été... Donc, un des phénomènes, je vais vous parler juste de 3 phénomènes dans lesquels il y a de la physique nucléaire, qui sont rapidement le phénomène d'Oclo, sur lequel moi je n'ai pas travaillé personnellement, et puis l'évolution des étoiles de population 3 et la nucléosynthèse primordiale, juste pour que vous voyez un petit peu le type d'observation et de physique qu'on doit aller chercher. Alors, en ce qui concerne Oclo, qui est une mine au Gabon,
on a été capable de mesurer les abondances. Il y a eu un réacteur, on a prouvé qu'il y a eu un réacteur nucléaire qui a fonctionné pendant 200 000 ans, il y a 2 milliards d'années. Et donc, à partir de ça, si vous mesurez les abondances des différents éléments noyaux qui se trouvent dans cette mine-là, vous pouvez être capable de mesurer les paramètres en fait, de vos sections, des différentes sections efficaces de vos réactions nucléaires. Alors, il y a plein de conditions pour le fait qu'un noyau, qu'un réacteur naturel puisse... Alors, on est au CEA, vous savez tout ça au CEA. Donc, mais pourquoi? Parce que... Non, mais attendez, si la nature toute seule est capable de faire des réacteurs nucléaires, pourquoi est-ce qu'il faudrait des ingénieurs pour pouvoir le faire? Donc ça, bon, je ne vais pas le faire maintenant parce que je voudrais parler plus de physique, mais il y a quelque chose, il a fallu comprendre pourquoi il était possible, physiquement et géophysiquement, d'avoir un réacteur nucléaire qui fonctionne naturellement. Alors, parmi les observations, il y a les abondances du samarium, et en particulier l'abondance du samarium 149. Et une des raisons pour lesquelles cet élément-là est intéressant, c'est qu'on voit que l'abondance de samarium est beaucoup plus faible dans le réacteur d'eau qu'elle n'est dans une autre mine. Et une des raisons, c'est que vous avez des réactions nucléaires, donc vous avez des neutrons thermiques, et vous allez avoir absorption de ces neutrons pour avoir une transformation du samarium 149 en 150. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est, comme ceci est une réaction résonante, on peut essayer, à partir de ces abondances-là, et d'autres abondances pour avoir des informations sur la température, ainsi de suite, de mesurer la section efficace de cette réaction, et en particulier d'avoir accès à son énergie de résonance. Et dans ce cadre-là, ce qui a été montré, c'est que cette énergie de résonance dépend énormément de la constante de structure fine, et qu'en gros, les observations vous permettaient de mettre une contrainte de l'ordre de 10-7 sur la variation de cette constante donc il y a 2 milliards d'années, entre 2 milliards d'années et aujourd'hui. Donc bien sûr, là, après, il y a beaucoup de choses. Donc vous voyez, il y a de la physique parce qu'il faut être capable de mesurer, de calculer ce facteur de sensibilité, mais il y a aussi beaucoup d'informations géophysiques sur les hypothèses, sur la température du réacteur et ainsi de suite. Donc là aussi, c'est un système très complexe, mais qui fait intervenir de la physique fondamentale et puis, dans ce cas-là, de la géophysique. Alors, les éléments légers, ça c'est passionnant, moi j'adore ça. Alors, quand l'univers est très chaud, pour ceux qui ne savent pas, il est tellement chaud que le bain de radiation qui baigne l'univers est tellement intense que vous ne pouvez pas former de noyau atomique, puisque dès que vous formez un noyau atomique, en particulier dès que vous essayez de faire du deutérium, l'énergie de liaison du deutérium étant si faible, eh bien, les photons vous photodissocient ce noyau-là, et donc vous avez un bain de neutrons et de protons qui sont à l'équilibre. Et en particulier, au-dessus d'un mètre, vous avez que l'interaction faible est toujours effective, donc vous avez un équilibre entre vos noyaux, entre vos protons et vos neutrons. Donc à ce moment-là, vous avez dans votre univers des neutrons, des protons, vous avez des électrons, des positrons, des photons, des neutrinos, toutes les antiparticules qui vont avec, et puis c'est tout. Et vous ne pouvez pas faire de noyau. L'univers se dilate, la température de l'univers décroît, donc la température du bain de photons contenu dans l'univers décroît, et bien ces réactions nucléaires vont avoir lieu, et vous allez commencer, à partir du moment où la température a suffisamment chuté, à faire du deutérium. Et dès que vous avez fait du deutérium, les autres réactions nucléaires vont se passer, et vous allez commencer à peupler les noyaux de plus en plus lourds. Cependant, comme l'univers se dilate, eh bien, la densité de vos protons, de vos neutrons et de ces noyaux-là a tendance à se diluer, et donc il y a un moment où la densité est trop faible pour qu'il y ait des réactions nucléaires. Et donc vous avez une petite fenêtre pendant laquelle vous allez commencer à synthétiser les éléments légers, et principalement vous allez synthétiser jusqu'au lithium 7. Après vous faites des traces de carbone, d'azote et d'oxygène, mais c'est vraiment négligeable. Donc principalement, en gros ça dure quelques minutes, vous avez le temps de synthétiser ça, et vous êtes capable, à partir d'une douzaine de réactions nucléaires que vous allez traiter dans un espace-temps en expansion, de calculer l'abondance de ces éléments légers en fonction d'un paramètre qui s'appelle eta, qui est le nombre de baryons par photon. Donc, vous voyez, c'est un nombre qui est très petit, qui est de l'ordre de 10.10, et donc vous avez ici la valeur de ces abondances. Et la question de savoir est-ce que c'est compatible avec ce que l'on observe aujourd'hui dans l'univers. Alors vous avez deux façons de mesurer ces abondances, soit de façon spectroscopique, ce sont ces grandes zones hachurées, vous avez des systèmes, vous essayez de trouver les systèmes les plus primordiaux possibles, et vous allez avoir ces abondances, soit en utilisant les anisotropies du fond diffus cosmologique, parce que là, vous allez avoir directement une contrainte sur ce paramètre eta. Et donc, vous voyez que pour l'hélium, eh bien, ça marche assez bien. Pour le deutérium et l'hélium 3, ça marche très bien. Mais pour le lithium, vous avez un problème. Et là, c'est quelque chose sur lequel, aujourd'hui, nous n'avons aucune solution en cosmologie. On peut dire que c'est peut-être
un des plus grands problèmes de la cosmologie, l'énergie sombre à côté, c'est rien du tout. Mais là, vous avez vraiment de la physique que vous pensez connaître, qui fonctionne assez bien pour tous les autres éléments. Et ici, vous avez un facteur 3 à peu près, et vous ne savez pas pourquoi. Donc il y a des hypothèses qui sont soit astrophysiques. Est-ce que ce qui se passe est dû au fait que les systèmes sélectionnés ne sont pas suffisamment primordiaux, il y a eu de l'évolution, et donc voilà, on n'a pas accès au lithium primordial. Est-ce qu'il y a de la physique inconnue, des particules qui se désintégreraient, de la physique au-delà du modèle standard, ou est-ce que c'est un problème cosmologique, c'est-à-dire que ces systèmes-là, ce sont des systèmes d'étoiles très anciennes, donc des systèmes très locaux, donc autour de notre ligne d'univers, alors que cette valeur-là, c'est une valeur obtenue par le fond diffus cosmologique, donc moyennée sur l'univers observable. Et donc là, il y a une hypothèse liée au principe copernicien de savoir si on peut comparer cette valeur-là et cette valeur-là. Donc voilà, vous avez en gros les trois hypothèses et qui font qu'il y a des conférences entières sur ce sujet. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous connaissez les réactions nucléaires. Vous pouvez voir dans tous les niveaux où les constantes vont rentrer. Par exemple, vous voyez bien que les neutrons, à partir du moment où l'interaction faible va être gelée, ils vont se mettre à se désintégrer. Donc la durée de vie du neutron va rentrer dans le problème, la constante de gravitation, la constante de Fermi, les énergies de liaison vont rentrer, la différence entre la masse du neutron et la masse du proton vont aussi rentrer dans le problème. Et donc la première chose que vous pouvez faire, c'est faire une liste. Ça va, 5 minutes, c'est parfait. Vous allez faire une liste de ces constantes-là et vous allez les varier de façon complètement indépendante, juste pour essayer de voir la sensibilité de vos prédictions par rapport à une variation de ces constantes-là. Et puis vous avez vos observations et vous allez voir qu'en fait, vous allez avoir des contraintes qui vont être de l'ordre du pourcent. Alors ce qui était marrant, alors ça c'est juste pour vous montrer aussi l'importance de faire des observations. Quand on a fait ces travaux en 2006, on avait cette contrainte-là, et on voyait que dans cet espace de paramètres qui vous donnait aucune variation, il y avait une petite zone de paramètres ici, dans lequel on pouvait expliquer le lithium 7 si l'énergie de lésion du deutérium était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Donc ça c'était compatible, mais ça avait des implications. Le deutérium était marginalement compatible avec les observations. Il se trouve qu'entre 2006 et aujourd'hui, cette part d'erreur a été divisée par 4, je crois, et donc cette hypothèse n'est plus du tout valable. Donc vous voyez, c'est ça aussi, ça de faire de la physique, c'est qu'on fait des prédictions et on va chercher des mesures de plus en plus précises pour exclure des hypothèses. Donc bien sûr, cette hypothèse qui était valable à cette époque-là ne tient plus. Et alors ce qu'on a fait ensuite, et qui devient de plus technique, c'est d'essayer de se dire, attention, ces quantités-là ne sont pas des quantités indépendantes. Elles vont avoir des variations qui sont corrélées, et donc d'aller voir comment ces constantes-là sont reliées entre elles et sont reliées aux constantes du modèle standard de la physique des particules. Donc les constantes de structure fine, les couplages de Yukawa et ainsi de suite. Et donc ça, c'est tout un travail qu'on a fait. Une fois que vous faites ça, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des contraintes qui vont être, avec des imprécisions qui vont être différentes, parce que vous avez des imprécisions dans vos calculs, en particulier parce qu'il y a des choses en QCD que vous ne maîtrisez pas. Mais dans ce cas-là, les constantes varient de façon liée. Donc en fait, vous avez moins de liberté dans les variables indépendantes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a continué à faire et qui est toujours actif. Et la nucléosynthèse primordiale, du fait de ce problème du lithium, est un domaine en fait, où il y a beaucoup d'activité en ce moment. Alors un dernier système que j'aime bien d'un point de vue historique, qui est la production du carbone dans les étoiles de population 3, donc les premières étoiles, qui sont des étoiles massives, 30, 60 masses solaires par exemple, et de métallicité nulle, puisque c'est des étoiles, les premières étoiles sont avec l'abondance chimique qui est à la fin de la nucléosynthèse primordiale qu'on est capable de calculer avec les codes de nucléosynthèse primordiale. Et donc vous allez, à partir de ça, avoir la nucléosynthèse stellaire à partir des protons et de l'hélium 4, et en particulier la formation du carbone qui va passer par 3 étapes, des réactions donc hélium-hélium qui vont vous donner du beryllium 8 qui a une durée de vie de 10,16 secondes. Et en fait, ensuite, une réaction résonante entre l'hélium et le beryllium pour donner un niveau excité du carbone qui ensuite va se désexciter. Donc la question, c'est que vous voyez bien que comme c'est une réaction résonante, le taux de réaction ici va dépendre fortement de l'énergie de résonance de ce carbone 12. Et donc là, vous pouvez essayer de voir comment ces choses-là varient. Donc là, c'est un problème qui est assez compliqué parce que vous devez trouver l'énergie de la résonance en fonction de la constante de structure fine et puis de l'intensité de l'interaction nucléaire. Et pour cela, en fait, vous devez résoudre une équation de Schrödinger dans laquelle vous considérez que le beryllium 8 en fait, est fait de composites de particules alpha et le carbone 12 aussi. Donc vous êtes capable de façon approximative de trouver la dépendance de cette énergie-là en fonction des constantes fondamentales. Et puis ensuite, la deuxième étape, vous avez ces dépendances-là, vous devez intégrer sur la température, mettre ça dans un code de physique stellaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler tout seul, vous devez travailler avec des gens qui sont des experts.
de ces étoiles-là. Et vous pouvez regarder comment les taux de réaction et l'évolution de vos étoiles dépendent de la variation de ces constantes. Donc vous avez ici, sans variation des constantes, donc c'est l'amplitude de l'interaction nucléaire ici, et vous avez le cas standard, et vous voyez que dans le cas standard, vous avez un mélange d'oxygène et de carbone. Et si vous augmentez l'interaction nucléaire, vous allez former plus de carbone, sauf que ça se fait au détriment de l'oxygène, donc vous allez avoir principalement un cœur formé de carbone, alors que si les interactions nucléaires sont plus faibles, eh bien vous allez aller vers des réactions nucléaires qui vont aller vers des noyaux plus riches, et vous allez avoir un cœur de l'étoile qui va être constitué principalement de magnésium. Alors le problème, c'est que ce n'est pas des choses que vous pouvez observer directement, on ne peut pas mettre de contrainte à aller voir, est-ce qu'il existe des étoiles dont le cœur est simplement de magnésium? Si un jour on en découvre, on a là un processus qui est capable d'expliquer d'où elles viennent. Mais plus important, vous pouvez vous dire, il se trouve que si je veux avoir, comme je l'observe dans le milieu interstellaire, un rapport carbone sur oxygène qui est typiquement de l'ordre 1, d'être finalement dans cette fenêtre-là, eh bien je peux mettre typiquement une contrainte, alors qui est assez lâche, vous voyez, sur la variation de l'amplitude de l'interaction nucléaire. Et dans ce cas-là, vous arrivez à quelque chose qui est une fraction de 10-3. Donc là, à partir de ce système-là, vous n'allez pas être capable d'avoir une contrainte très fine sur cette constante-là, mais ce que vous êtes capable d'apporter, c'est dans beaucoup de discussions autour du réglage fin des constantes de la nature, et en particulier sur cette formation de carbone, puisque beaucoup de gens vous disent que si les constantes varient trop, vous n'allez plus former de carbone dans les étoiles, et donc la biologie, et ainsi de suite, ne vont pas pouvoir se développer. Eh bien, il est clair que si vous voulez avoir un scénario qui est à peu près standard, vous pouvez vous permettre d'avoir une variation de ces constantes-là qui sont de l'ordre d'une fraction de millième, à peu près. Voilà, et je pense qu'il ne faut pas le prendre plus que ça, parce qu'on sait aussi que dans nos prédictions, il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées, en particulier au niveau de la modélisation stellaire. Donc voilà, j'ai fini. Donc juste, je vous mets un petit peu ce que j'avais avant, et juste pour vous dire que, eh bien, en 15 ans, les contraintes ont été énormément améliorées. Il y a eu des nouveaux systèmes qui ont été étudiés, et on voit qu'on est typiquement à des contraintes qui sont de l'ordre de 10-7 sur les systèmes les plus proches. Et puis, on a, avec les étoiles, entre un redshift de 15 et 100, on peut imaginer qu'on soit de l'ordre de 10-3. Et dans la physique plus primordiale, avec le fond diffus cosmologique et la nucléosynthèse primordiale, on est entre 10-2 et 10-3. Et ça, c'est des choses qui vont être difficiles à améliorer parce que c'est typiquement les barres d'erreur sur les paramètres cosmologiques. Et comme il y a des dégénérescences avec ces paramètres-là, on peut imaginer qu'il est difficile d'aller chercher bien en deçà de ces contraintes-là. Donc voilà, je vais arrêter là ce tour de l'univers. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais répondre à votre question, pourquoi il faut des ingénieurs pour faire des réacteurs nucléaires. Ah non, mais je sais. C'est parce que maintenant, il y a une autorité de sûreté nucléaire qui n'avait pas... Ah, c'est ça. Est-ce que c'est la seule raison? C'est quoi le 21 cm, là, à droite? Pardon? 21 cm, c'est quoi? Ah, c'est l'émission à 21 cm. Donc vous avez de l'hydrogène partout dans l'univers, et donc vous avez l'arrêt à 21 cm qui va être modulé donc, déjà sur les propriétés atomiques de cette transition atomique-là, et qui principalement est utilisé pour faire aujourd'hui en cosmologie, pour avoir une idée de la distribution du gaz, de l'hydrogène dans l'univers, et donc pour avoir une idée de la distribution de la matière dans l'univers. Donc ça, c'est des observations qui aujourd'hui, on va dire, sont dans leur balbutiement. Vous avez entendu parler du télescope, par exemple, SKA en Afrique du Sud, en Australie. On va avoir des observations très fines de ce 21 cm. Elle est très importante parce qu'elle vous donne une carte de la matière, donc ici l'hydrogène, donc de la matière baryonique, et on peut imaginer que par les lentilles gravitationnelles, on va avoir une carte de la matière totale. Donc l'accord entre les deux va nous apprendre beaucoup de choses sur la distribution de la matière noire en particulier. Mais là, j'ai rien dit dessus parce que c'est rien de plus que... Voilà, il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour l'instant. Et pour les contraintes de Planck, est-ce que ça va aider la polarisation de cette année pour les contraintes dans le alpha? Alors, dans le papier, donc dans l'article qui avait été fait là, de Planck, on utilisait la polarisation. Mais il y a... Les nouvelles données de polarisation,
Mais je sais pas. En fait, tu sais, comme je ne suis pas officiellement dans Planck, donc ils sont venus me chercher juste à. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas par rapport aux nouvelles données de polarisation qui vont Ok, sortir. il y avait la polarisation déjà dans cette plot à tous les échelles. Donc s'il y a eu des améliorations, je ne suis pas au courant par rapport à ça, parce que comme je te dis, c'est ensuite que ça s'est fait. Mais Il y a une autre question rapide. Vous savez qu'il y a un embargo sur certaines mesures, là, donc vous pouvez nous donner le microscope. non, mais moi je veux rien, quoi, juste parce que je travaille un peu avec eux, mais j'ai rien à dire dessus. J'aurais aucune légitimité pour dire quoi que ce soit dessus, et puis ça serait voilà. Il regarde Thibaut dans les yeux comme ça. Tu fais du mesmérisme, c'est ça? Merci beaucoup.